Le fait qu'il y ait la mention factice sur ton pistolet et qu'il y ait Desert Eagle, point 50, écrit sur le mien, devrait pousser tes 2 petites noix à se casser, et toi avec. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui on va enfin parler d'un bon film. Eh ouais, vous êtes contents, hein? Ah ouais, faut bien l'avouer, ça arrive pas très souvent ces derniers temps, hein. Et alors, c'est étonnant parce que c'est pas un film ciné, et je vais bien sûr parler de Tyler Rake 2, qui vient de sortir, donc toujours produit et distribué par Netflix, pour Netflix, et surtout produit par les frères Russo. Bah oui, en sachant que même sur la promo, on a bien insisté sur ça, hein. Alors pour moi, c'est quand même une sacrée énigme, parce que les frangins Russo sont devenus l'argument commercial ultime, tu sais, alors que de base, c'est uniquement des faiseurs issus de l'écurie Marvel qui, bon alors certes ils ont fait du travail honorable, tu vois, et c'est pas non plus extraordinaire, mais ils doivent en fait que leur succès, non pas pour leur patte artistique, mais pour les recettes que leurs films ont générées. Et c'est dommage parce que je l'avais déjà dit dans ma vidéo de trailer reaction, je trouve regrettable qu'on mette à 75% ça en avant, plutôt que le nom du réalisateur, à savoir Sam Hargrave, et qui revient à qui revient pourtant tout le mérite, quoi. Ou presque. Mais bon, ça après, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Alors certes, le nom de Sam Hargrave est moins vendeur, mais c'est pas comme ça que tu mets en lumière un potentiel espoir. Donc Tyler Rake 2, film qui reprend là où on avait laissé justement notre héros dans le précédent opus, donc en train de barboter dans les eaux indiennes dégueulasses au possible, avec quelques dragées dans la carcasse, hein. Mais bon, le tétanos, les bactéries, c'est très surfait tout ça. Du coup, il survit grâce notamment à ses équipiers qui le repêchent et le remettent sur pied tel un Robocop. Et lui qui espérait pouvoir profiter d'une retraite bien tranquille, finalement est réquisitionné pour se voir proposer une nouvelle partie d'Escape Game qui va s'avérer encore plus dangereuse, ce qui bien entendu est la raison pour laquelle on vient regarder un tel film. Alors comme je le disais, Sam Hargrave aux manettes, alors pour ceux qui l'ignorent, c'est un peu le Chad Stahelski pour John Wick, ce mec, dans le sens où, à l'origine, il est lui aussi coordinateur technique et des cascades, notamment sur les films des frères Russo, d'où le fait que souvent ils travaillent ensemble, même quand Sam Hargrave est à la réalisation, et que du coup, en fait, ce mec-là, il a décidé de se lancer lui aussi derrière la caméra. Et le premier opus, j'avoue avoir énormément apprécié parce qu'il s'articulait autour d'une trame demeurant très simpliste, donc une extraction quoi, mais avec un niveau d'action qui te fait regretter de ne pas avoir eu l'opportunité de voir ça en salle obscure, un niveau de tension bien vénère comme il faut, tu vois, un personnage principal super incarné, mais c'est surtout aussi un film qui n'oubliait pas d'apporter, au milieu de tout ce chaos, son petit lot d'émotions. Et là, Sam Hargrave, tu sens qu'il a bien envie de réitérer l'exploit, surtout quand en plus Netflix a l'habitude de fournir des budgets astronomiques pour des blockbusters télévisuels qui sont à la limite du foireux. Avec Sam Hargrave, ça se passe pas comme ça. Lui, non, il va pas dépenser tout ce pognon dans une fontaine à champagne pour se ressourcer pendant le tournage. Non, lui, il va l'utiliser pour mettre le paquet, quoi. Avec quand même quelques réserves cette fois, puisque on est, à mon sens, un cran en dessous du premier opus. Donc effectivement, quand on en attend forcément plus et qu'en plus on a vraiment beaucoup apprécié le premier volet, on a un petit regret. Ce qui évidemment ne fait pas non plus de Tyler Rake 2 un mauvais film, hein. J'ai bien dit tout à l'heure qu'on allait parler d'un bon film, mais surtout en plus, au vu du paysage de blockbuster de ces 6 derniers mois, hein, celui-ci fait office quand même de quelque chose de très qualitatif. Mais tout d'abord, ce qui frappe, c'est que dès le départ, on est dans une tonalité qui, alors certes, essaie toujours de s'ancrer dans, autant que possible dans le réalisme, donc un peu comme le premier opus, mais sauf que si le premier opus tablait dans une atmosphère indienne chaleureuse et extrêmement étouffante, ici on est dans quelque chose de beaucoup plus grisâtre, en rapport justement au lieu parcouru et à l'origine de la menace, à savoir les pays de l'Est. Et si au demeurant, il est intéressant justement de pouvoir proposer un autre décor, le problème c'est que les pays de l'Est, on l'a déjà vu 50 000 fois quoi. Donc troquer un climat oppressant indien ultra chaleureux pour un climat dépressif,
Ça peut fortement jouer sur la réceptivité du film. Néanmoins, là où Hargrave va se rattraper et reste justement sur la même lignée que le précédent, c'est en matière d'action et de mise en scène. Donc toujours avec cette efficacité redoutable. Donc là, tu sens que le mec, il veut nous montrer qu'il en a vraiment sous le pied, quoi. Même si, hélas, les prouesses ne perdurent pas sur tout le film. Mais bon, c'est vrai que ce registre de l'homme qui affronte un petit peu le monde à lui tout seul, et qu'on pourrait le comparer à d'autres héros de cette génération, tels John Wick ou encore The Equalizer, ce film, c'est pas du tout ça. Et notamment John Wick, puisque c'est souvent on va dire le héros qui ressort le plus quand on évoque ce genre de personnage. Disons que John Wick, lui, ça jouait plutôt un peu trop les esthètes, où le décorum était prétentieusement photogénique, et que en fait, ça primait au détriment de la crédibilité, alors qu'ici, on est plutôt dans du viscéral pur jus, où l'adrénaline est tellement sollicitée, même pour le spectateur, qu'elle permet de mieux faire passer la pilule, notamment sur la suspension d'incrédulité, et ce, malgré le fait que Tyler Rake, exactement comme John Wick, il puisse survivre à tout ce qui aurait pu le tuer 12 fois en 1 minute. Et sauf qu'ici, ça te saute moins en pleine poire que sur un John Wick, quoi. Parce que John Wick cherche trop le contemplatif par justement le côté esthétique, ce qui te laisse le temps, justement, de cogiter un petit peu. Là tu peux pas. Mais surtout, la prouesse de Sam Hargrave, c'est autour de son plan séquence, quoi. Alors, dans le premier, c'était déjà quelque chose, hein, mais là, waouh! Non, parce qu'on en avait vu, justement, allez, on va dire 2 minutes dans le premier trailer de ce fameux plan séquence, mais en fait, c'est 20 minutes d'action non-stop, non coupée. Et là où la Maestria est encore plus grande, à mon sens, c'est que, allez, contrairement à 1917, qui généralement est le film qui nous vient très rapidement en tête quand on parle de plan séquence ces dernières années. Donc 1917 était très linéaire dans son travelling. Là, ça se déplace dans tous les sens, jusqu'à même se déplacer dans des trous de souris pour poursuivre la scène, dans des endroits super exigus. Et puis parfois, tu te demandes carrément comment le caméraman fait pour jongler avec cette telle vitesse entre la prise de vue et les figurants, entre lesquels justement il doit slalomer, quoi. Mais le tout en plus avec une fluidité mais incomparable, quoi. Sachant que pour cette scène on débute dans une prison, ce qui nous rappelle effectivement un petit peu ce qu'avait fait Gareth Evans pour The Raid 1 et 2, puis une course-poursuite avec des bagnoles qui partent dans tous les sens, ça vole, ça explose et tout, et ensuite avec l'assaut d'un train, avec des hélicos, un escadron de la mort et tout ça. Enfin, il y a une vraie maîtrise, un truc hallucinant, et surtout une parfaite association et synchronisation entre la prise de vue, comme je le disais, avec l'angle et la fluidité idéale pour que ce soit lisible et énergique à la fois, donc ça c'est très fort, et l'efficacité de l'action, notamment à travers les chorégraphies, mais qui sont d'une puissance et d'une férocité, mais qui te met à l'amende tout ce qu'on voit depuis des années au cinéma. Ce plan séquence, c'est une bombe atomique. Ce qui est dommage, c'est que malheureusement, ce plan séquence, justement, il est d'une telle efficacité pour toute sa durée qu'il dicte un certain rythme. Et que justement, lorsqu'il est terminé, le soufflet retombe systématiquement. Et donc le rythme en pâtit terriblement. Même si l'action reviendra assez rapidement dans le film, et qu'elle sera évidemment efficace, mais elle n'atteindra jamais, hélas, la qualité du plan séquence. Donc on prend du plaisir à regarder la suite, mais avec une attente d'uppercut supplémentaire qui malheureusement ne viendra finalement pas. Mais bon, globalement, on va pas bouder son plaisir, hein. Alors, pour ce qui est de la trame scénaristique, parce que malgré tout, on essaie des choses dans ce film, notamment autour des personnages secondaires, et notamment pour essayer d'apporter quelques relents d'émotion. Néanmoins, j'avoue que c'est moins percutant que dans le premier volet. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, en raison de la nature des personnes que Tyler a sauvées. Donc c'est un petit peu capillotracté et tu as le sentiment que en fait, tout le monde dans ce film se connaît plus ou moins, ou qu'il connaît quelqu'un qui connaît Tyler. Donc c'est un peu trop microcosme le truc. Et donc le genre de facilité scénaristique qui peut vite te couper dans cet élan émotionnel.
Et surtout parce que ça ne marchera pas autant que le précédent. Donc le précédent, pour rappel, la force du premier volet résidait dans la complémentarité entre le héros et le gamin. Donc une relation père-fils totalement imprévue qui venait un peu panser les blessures mutuelles des personnages. Donc l'un comblant justement la perte de son fils via le môme, et l'autre justement voyant en Tyler quelqu'un de protecteur là où son vrai père ne l'a jamais été. Alors certes, ça allait un petit peu vite dans l'ensemble du film, mais ça fonctionnait quand même très bien. Ici, malheureusement, ça fonctionne pas parce qu'on ne leur apporte pas justement le bagage émotionnel nécessaire. Leur nature ne crée pas assez d'impact sur le héros pour que ça puisse nous-mêmes nous toucher. Et pareil, quand le film essaye de justifier, là aussi, la nature abjecte des méchants à travers des flashbacks, pour essayer justement d'étoffer un petit peu leur rôle, contrairement au premier film. Mais ça marche pas mieux, parce que en fait, ça servira strictement à rien de caractériser une quelconque empathie pour des personnages qui finalement sont des monstres ambulants, quoi. Non mais c'est-à-dire qu'en fait, on te fait péter le flashback affectif en guise de souvenir à grand renfort d'escadron d'oignons, tu sais, pour tenter de te tirer une petite larmichette, tu vois. Et en fait, dans la seconde qui suit, une fois que le flashback est terminé, les mecs, ils agissent comme les personnes les plus inhumaines de ce monde. Donc bah non, je suis désolé, ça ne peut pas fonctionner, quoi, ça ne peut pas. Alors bien sûr, on ne mate pas ce film pour ça, mais si le film tente des choses en la matière, autant y mettre le même effort que dans l'action, et malheureusement, quand justement on sait que ce sont les frangins Russo derrière le scénario, c'est bien la preuve que même les succès n'offrent pas plus de talent, et qu'on ne s'improvise pas scénariste en un claquement de doigts, quoi. Là, il y a clairement un gros problème d'ego. Donc c'est pour ça, quand je disais tout le mérite ne revient pas à Sam Hargrave, malheureusement ce qu'il y a, c'est qu'il y a une partie du mérite qui revient aux frères Russo, qui sont donc pas que producteurs mais aussi scénaristes, mais que malheureusement c'est pas la bonne partie du mérite qui leur revient, quoi. Et le film en pâtit systématiquement. Donc je me dis, avec la performance d'un mec comme Sam Hargrave sur un film dont l'histoire a été pondue par un vrai scénariste qui tient bien le pavé, tu vois, mais il n'y a même pas photo, on pourrait avoir des blockbusters iconiques, des trucs de dingue, mais qui te rappelleraient les actionneurs des années 80-90, quoi. Parce que hormis ça, il y a quasiment tout. Le réal, l'action, la photo, les acteurs. Chris Hemsworth, il est excellent. Et quand tu le vois dans ce film, même si effectivement il est moins caractérisé émotionnellement, là tu sens qu'il est investi, quoi. Tu comprends ce qu'il voulait dire justement quand il disait vouloir lever le pied sur des guignoleries comme les Marvel. Le mec, il est cantonné à des rôles de bouffon ou loser magnifique, alors qu'il a le charisme d'un Henry Cavill. Donc c'est vrai que c'est moche, quoi. Donc oui, même si il pêche un peu sur le fond, et puis aussi qu'il est moins émotionnel que le premier opus, et aussi que le rythme subit une vraie cassure du fait de son entrée qui est quand même assez magistrale en matière d'action, Tyler Rake 2, ça reste quand même un vrai coup de poing fait au cinéma hollywoodien qui, depuis ce début d'année, ne semble pas plus motivé par l'envie de faire de la qualité, malgré du pognon aligné à Tarbas sur leur production. Donc espérons que le plan séquence, pure leçon d'action, serve d'exemple et permettra justement enfin de mettre en lumière Sam Hargrave comme un cinéaste à privilégier par la suite, notamment aux yeux de producteurs ambitieux, quoi. Et en attendant, bien évidemment, Tyler Rake volume 3, puisque oui, on s'oriente bien vers une franchise comme l'annonce notamment le personnage d'Idris Elba, donc on accueille avec plaisir, même si ça fait un peu caméo forcé. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film. Comme d'habitude, on like et on partage la vidéo. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne pour me donner plus de visibilité. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!